Bonjour, Cozy. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Euh, Nous, on est apparemment bien aussi. Oui. Ok, je crois qu'on peut passer aux questions. Euh, D'abord, vous voulez que vous vous présentez en quelques mots? Alors, en quelques mots, ma fonction, mon métier, c'est créatif technologiste. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Mais d'abord, j'ai fait mes études ici en fac d'art plastique. J'ai une licence d'art plastique. Et depuis, j'ai travaillé dans le cinéma, dans le journalisme et dans le graphisme. Voilà. J'ai plein de métiers. Et aujourd'hui, j'ai cette fonction qui est créatif technologiste, qui est, pour faire simple, le pont entre la technique et les artistes. Donc, lorsque des artistes viennent me voir, quel que soit le domaine, avec un projet ayant pour moyen une technologie qui est en devenir ou qui est très nouvelle, et je les aide à concrétiser leur vision. En gros, c'est ça. Ok, donc c'est toujours des nouvelles technologies. Toujours, à chaque fois. Ouais. C'est un peu, c'est ce que je fais depuis maintenant 20 ans à peu près. Donc je suis passé des technologies applicatives, c'est-à-dire par exemple, j'ai développé en France ce qu'on appelle le no-code, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à créer des applications sans code pour des artistes qui n'avaient pas le temps ou la patience de discuter avec les codeurs. Et donc comment est-ce qu'on peut, grâce à des briques de code, arriver à un travail artistique qui soit fluide et qui puisse répondre aux demandes qui sont diverses des artistes. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'IA. Et donc, mon métier, c'est au départ de prendre une technologie qui est nouvelle, de la documenter, de la tester, de l'éprouver et de la tordre. Voilà. Dans tous les sens pour pouvoir ensuite discuter avec un artiste et pouvoir lui proposer des choses qui peuvent convenir à sa vision, quoi. Donc c'est l'un de vos buts, en fait, dès qu'il y a une technologie qui apparaît, vous tentez de vous adapter, tu vois. C'est ça. L'idée, c'est d'abord de faire de la veille scientifique. C'est-à-dire, là, par exemple, sur la technologie l'IA, c'est de commencer il y a 2-3 ans avec les premières générations d'images, de comprendre comment ça fonctionne, et ensuite de prendre ces technologies-là et au moment où elles sont mûres, de les proposer à des artistes sur des problématiques qu'ils peuvent avoir dans leurs œuvres d'art, qu'elles soient cinématographiques, qu'elles soient dans le son, qu'elles soient ailleurs, et de faire le pont entre des techniciens et des artistes, parce que j'ai un pied dans chacun des domaines, en fait. Ok, donc c'était vraiment le but aujourd'hui de parler à vous en tant qu'artiste IA, cette nouvelle wave. On avait juste une question qu'avant, vous avez fait en fait du VR pendant 10 ans, et maintenant vous faites du IA. Est-ce qu'il y a une manière, toi, de retrouver un nouveau terreau créatif? Qu'est-ce que ça permet de faire de nouveau? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, chaque fois qu'on prend une technologie qui est naissante, l'excitation que ça procure, c'est d'être le premier à poser une grammaire. C'est-à-dire que le cinéma a plus de 100 ans, et les premiers qui ont fait du cinéma ont posé la grammaire qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit le 24 images secondes, qui est une convention, parce qu'on peut faire du 60 images secondes, on peut faire du 120 images secondes, mais on est toujours au 24 images secondes. Donc ça, c'est une grammaire. Le coupé, le fondu, le fondu enchaîné, etc., sont des grammaires que les premiers réalisateurs de cinéma ont mis en place. Et donc, chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, ça veut dire une nouvelle grammaire. Comment est-ce que on aborde un nouveau langage en posant les bases et en disant, pour avoir tel effet sur le spectateur, il faut pouvoir faire tel enchaînement d'effets ou telle taille d'image ou voilà. Pour la VR, par exemple, on pose les grammaires encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les projets VR sur lesquels je travaille aujourd'hui
on se pose encore ces questions de grammaire sur est-ce que la grammaire du cinéma correspond à la grammaire de la VR. C'est-à-dire la VR, par exemple, c'est comment est-ce qu'on on raconte une histoire, non pas à l'image, dans un cadre fixe, mais dans l'espace. Voilà. La VR, par exemple, la façon dont c'est filmé en ce moment, on filme un espace. On filme pas seulement un cadre, une personne, avec des cadres plus ou moins serrés. Donc c'est une autre grammaire. Donc pour comprendre cette autre grammaire, il faut tester, il faut avoir un travail artistique derrière pour pouvoir voir comment les images peuvent matcher ensemble, ce qu'elles racontent, est-ce qu'elles sont intéressantes ou pas. Et tout d'un coup, sur des accidents, on peut avoir des choses incroyables qui naissent et des effets incroyables. Mais pour arriver à cela, il faut avoir une pratique artistique. Là, c'est la même chose pour l'IA. C'est un outil qui ne veut pas, par exemple, contrairement à la VR, se baser sur l'espace, mais qui va se baser sur la parole, sur le mot. Donc, comment est-ce qu'on parle à une IA à travers des mots? Par exemple, l'IA appliquée au cinéma ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'elle connaît pas, elle sait pas ce qu'est un travelling. Donc, il faut expliquer à une IA que l'image doit avancer. Et ça, on ne peut pas le faire avec un langage, une grammaire qui est liée au cinéma, par exemple. Ok. Je change un peu de sujet, puisque du coup, quand tu travailles sur l'IA, il y a souvent des questions qui reviennent beaucoup dans le milieu artistique, et même juste dans le milieu, on pourrait dire, du public non initié. Dans la société, ouais. Voilà, dans la société, sur du coup des questions éthiques auxquelles toi tu dois faire face, moi aussi, comme on utilise l'IA souvent. Notamment sur, on va dire, le vol d'images, les bases de données, comment sont récoltées ce qui permet de créer de nouvelles images. Et donc, comment toi, tu parviens à créer quelque chose de nouveau avec ça? Comment tu te places par rapport à ça? Qu'est-ce que tu répondrais si on te disait que c'est du vol? Alors moi, déjà, dans ma pratique, l'IA est un outil. C'est-à-dire que tu ne me poses pas la question morale de cet outil. Ça, c'est une première chose. C'est peut-être pas une bonne chose non plus, hein. Mais en tout cas, dans ma pratique quotidienne, parce que ça fait partie de mon métier et des discussions que j'ai avec les artistes, c'est un outil. Maintenant, je pense que cette question se pose sur la façon dont, par exemple, ChatGPT, OpenAI, qui est aujourd'hui le plus grand fournisseur d'IA au monde, avec 500 millions d'utilisateurs quotidiens, et sans doute beaucoup plus d'utilisateurs qui vont venir seulement quelques jours par mois. On pense à 700 millions. Comment est-ce que ces gens-là développent un outil sans réfléchir à la rétribution? C'est-à-dire comment est-ce que leur base de données d'entraînement, qui est une base mondiale numérique, qui est le web en gros, mais aussi les livres numérisés, comment est-ce que cette base-là va venir nourrir une IA et comment eux peuvent faire de l'argent avec cette IA? Donc oui, à ce niveau-là, il y a un questionnement moral sur la redistribution, quoi. Très clairement. Mais aujourd'hui, je pense que soit les politiques s'en emparent, soit ceux qui éditent ces outils s'en emparent, mais mais pour ceux qui utilisent quotidiennement cet outil comme un outil, la question est complexe parce que ça veut dire moraliser cet outil, quoi. Est-ce qu'on moralise un outil? Ça, je ne pourrais pas y répondre tout de suite. J'ai pas assez réfléchi, je pense. Je pense qu'il est en devenir et le droit nous dit une chose, par exemple, c'est qu'une œuvre d'art ne peut être attribuée qu'à un être humain. Elle ne peut pas être attribuée à un animal, elle ne peut pas être attribuée à une IA, elle peut être attribuée qu'à un être humain. Ce qui va différencier l'IA, pourquoi est-ce que je dis que c'est un outil, d'un artiste, c'est qu'il y a le désir, il y a l'intention. Une IA ne peut pas avoir de désir ou d'intention. Et lorsqu'on prompte, lorsqu'on écrit un texte
pour générer une image, il y a ce désir et cette intention. L'image qu'on va obtenir va être le fruit de la connaissance qu'on a engrangée pendant des années, de la formation qu'on a, etc. Aujourd'hui, vous pouvez faire une image par IA qui va être tout à fait banale, ou alors vous pouvez faire une image très étonnante parce que votre univers, parce que ce que vous avez appris, parce que ces années d'études, ces années de pratique vont vous amener à faire une image très étonnante ou un film très étonnant. Donc, pour moi, c'est toute la définition de l'outil. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de volonté propre de faire du beau ou de quelque chose de pertinent. Ça, c'est l'artiste qui s'empare de cet outil qui va le faire. La question de la morale, justement, est-ce que cette IA est morale? Est-ce que cet outil est moral? Elle se pose sur plein d'éléments. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour ouvrir un data center, il faut c'est 90 gigawatts de puissance. Ça veut dire que c'est une centrale nucléaire qui fonctionne jour et nuit pour un seul data center. C'est pour ça qu'on n'en a pas en France, d'ailleurs, et qu'on n'en a pas en Europe. Mais on voit bien que cette technologie est assez incroyable, mais aussi assez destructrice. Maintenant, pour un artiste, avoir comme partenaire de jeu une IA qui a un QI qui se rapproche de celui d'Einstein, ça peut être intéressant. Sur encore une autre question d'ordre, on va dire peut-être politique, éthique, bien sûr importe. On aimerait avoir ton avis sur comment tu t'empares de cet outil. On a beaucoup de théoriciens actuels, contemporains, qui comme par exemple Beth Coleman, qui reprochent à l'IA, à ceux qui ont développé ces IA, d'effacer par exemple les subjectivités noires, queer, non occidentales, peu importe, toutes ces sortes de minorités, en les invisibilisant, notamment sur ce qui sort quand on génère des images. On peut par exemple demander juste pas de générer un patron et on aura automatiquement un blanc, un homme, etc. Et donc, comment toi, tu réagis à ça? Et est-ce que tu le contres? Est-ce que tu l'utilises? Qu'est-ce que tu fais avec? Alors là-dessus, moi je trouve que l'IA joue un rôle de révélateur. C'est-à-dire que cette invisibilisation, en fait, il faut comprendre comment l'IA est entraînée. Elle est entraînée sur une base du web mondial. Si aujourd'hui, lorsqu'on tape patron, on a forcément un homme blanc d'un certain âge qui ressort dans les images, ça veut dire que son entraînement s'est fait sur des images de l'inconscient collectif d'hommes blancs comme patron sur le web mondial. Voilà. Et que toutes les particularités ne sont que des visions qu'on a qui sont pour tout le monde les mêmes. Et c'est ce qui ressort sur le web, en fait. Donc ça joue un rôle de révélateur et ça met le doigt sur un problème dont personne s'était intéressé jusqu'à présent, de dire, par exemple, la représentation africaine sur le web, elle est quand même minime. Lorsqu'on essaye, et c'est mon cas par exemple en ce moment, de générer des images qui ont comme lieu l'Afrique, la culture africaine, la représentation de l'homme noir, j'ai des choses qui sont de l'ordre du comment est-ce qu'on appelle ça, du stéréotype totalement, quoi. Totalement. Et ça pose un problème, c'est-à-dire que quelle est la place de l'image En fait, ça pose la question de la façon dont le web est ethnocentré. Le web, au départ, est créé dans la Silicon Valley. Et je crois qu'il n'est jamais sorti de là, en fait. Il n'est jamais sorti de là. Ça a été créé comme le web, comme Facebook, comme les réseaux sociaux, sont tous créés sur une surface de quelques kilomètres carrés. Et il n'est jamais sorti de là. C'est-à-dire, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va changer ce paradigme lorsque
il y a une vraie question, par exemple, sur le développement des IA en Asie, en Chine, en Afrique, en Europe, parce qu'il faut d'autres représentations. Ça, c'est très clair. Maintenant, par exemple, lorsque j'utilise une IA chinoise, j'essaye de discuter avec cette IA en mandarin, parce qu'elle va beaucoup plus comprendre ce que j'ai envie de lui dire lorsque j'écris directement en mandarin en faisant des traductions. Pour une IA américaine, ce sera en anglais. Et, et c'est une course aujourd'hui et une accélération. C'est vraiment le terme qui est utilisé il y a encore quelques jours sur le TED Talk qui a eu lieu au Canada, sur une vraie accélération de cette IA, où qui dit accélération, il dit manque de réflexion. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le temps de réfléchir, ça va trop vite, quoi. Donc, à cette question-là, par exemple, ChatGPT, enfin pas ChatGPT, mais OpenAI, répond « Ok, il y a des soucis, et on pense que l'IA va les régler elle-même, et que les utilisateurs, en entraînant l'IA sur d'autres réalités, d'autres vont petit à petit la transformer. » Ça, c'est la réponse de OpenAI. Elle est peut-être vraie ou elle est peut-être fausse. Ça, je ne pourrais pas le dire, je ne suis pas assez calé pour ça. Mais en tout cas, c'est leur réponse à eux, lorsqu'on leur pose cette question-là. Mais oui, j'ai un vrai gros problème avec ça. En fait, j'ai bien retenu l'idée qu'en fait, l'IA peut servir ne pas comme qu'il n'invente pas ces stéréotypes et ces biais, mais c'est plutôt révélateur et ça, c'est en réflexion de la société en fait et déjà des idées qu'on a maintenant. Et comme c'est quand tu as aussi touché les idées comme ça dans des films qu'on considérait comme magnum opus, donc c'est Aqua Alta. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des Aqua Alta et comment ça se fait et tout ça? Bah, quand j'ai commencé à réaliser Aqua Alta, qui est mon premier court-métrage IA, c'était cette question-là, exactement que tu viens de poser, parce que je voyais que chez tous les autres réalisateurs IA, une volonté finalement de reproduire exactement les mêmes imageries anglo-saxonnes, pour ceux qui ont un univers, on va dire, pas très développé, des imageries directement issues de la pop culture, qui est reproduire ce qu'on a déjà bouffé et digéré. Et moi, j'avais envie d'aller ailleurs. Donc, sur Aqua Alta, mon envie, c'était de travailler d'abord dans une autre temporalité que celle qui est la nôtre, qui est plus celle des années 80, dans une autre réalité que je n'ai moi jamais visitée, qui est celle des cités en Russie dans les années 80, avec aussi un questionnement très contemporain sur qu'est-ce que sont les réfugiés climatiques et comment est-ce que on peut passer de l'affrontement peut-être à quelque chose d'autre. Pourquoi mais l'affrontement comme possibilité entre ceux qui vont arriver parce qu'on a pourri leurs eaux et pourri leur lieu de vie, à ceux qui vont devoir partager ce qu'ils ont. Et donc voilà, Aqua Alta raconte ça avec un témoignage d'un rescapé marin, extraterrestre, et qui va raconter comment est-ce que ces sociétés vont vivre ensemble, et le tout se termine en boîte avec une grosse fête. Est-ce que ça, c'est drôle? Et donc en fait, avec ce projet, tu as reçu plus